Je me réjouis de vous accueillir en ce jour de printemps, même si le soleil n'est pas forcément au rendez-vous, mais comme toujours, heureusement, il est dans nos cœurs. Mais c'est également aujourd'hui la journée de la francophonie. Alors comment mieux l'honorer avec un auteur francophone qui fait résonner de si belle manière la langue française, et puis une flamande qui a créé une association qui promeut la langue française. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux rêver aujourd'hui. Elle est quand même belge. Ah voilà. J'ai dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Et puis le hasard fait toujours bien les choses. Aujourd'hui, c'est également le Nouvel An persan. C'est l'occasion de souhaiter le meilleur pour votre si beau pays et de penser bien évidemment aux Afghans. Voilà, que nous soutenons de tout cœur. Ahmad, alors vous avez vu tout à l'heure fonctionner cette œuvre d'Ahmad Rechad. Ahmad est aujourd'hui en résidence dans les ateliers qui se trouvent au quai Antoine Ier à Monaco. Et puis également, parallèlement, il termine son post-diplôme au pavillon Bozio, qui est l'école supérieure d'art plastique de Monaco. Ahmad, aussi entre la scénographie et puis l'art contemporain, donc il travaille le son, la vidéo, et comme vous avez vu aussi les sculptures scéniques, la photographie également. Et son travail, bien sûr, explore l'histoire, les rapports de force et la géopolitique de son Afghanistan natal. Et l'œuvre parle d'elle-même, donc vous avez vu, ce sont les différents drapeaux qu'il a connus depuis sa naissance. Et cette œuvre montre bien sûr, la fragilité, l'instabilité du pays, mais au-delà, la fragilité de la vie aussi. Voilà, donc merci Ahmad d'avoir apporté cette œuvre qui vraiment aujourd'hui symbolise beaucoup de choses. Alors, pour présenter avec moi aujourd'hui, chère Hilde Daneuse, qui est présidente de l'association Au Cœur des Mots, et qui œuvre, donc tu veux dire présenter l'association toi, en quelques mots pour les personnes qui ne la connaîtraient pas? Oui, si tu veux. Ce sera très rapide. En fait, c'est une association dont l'objectif est d'intégrer la jeunesse dans le débat sur l'égalité des droits entre les filles et les garçons. Donc l'objectif, c'est donc de travailler dans des classes mixtes, de lancer ce débat donc, où les enfants vont discuter sur des problèmes d'inégalité ou de discrimination. Et puis ensuite, donc, ils vont écrire un texte avec leur professeur de français. D'ailleurs, il y a un professeur de français qui était un des lauréats de notre concours d'écriture, donc qui vient de l'île Maurice, Sophie Robert. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a un jury international. Et bien sûr, cette fois-ci, notre président était M. Atik Rahimi. Et donc, on a eu 47 pays qui ont participé. Et donc, on a eu 5 lauréats. Et hier soir, on a fait une très belle soirée de remise de prix. Le président d'honneur, c'est notre prince Albert. Et puis voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas après. Voilà, c'est effectivement une très belle soirée. Et c'est pour cela que nous avons la chance de vous accueillir aujourd'hui. Donc, encore mille merci, Hilde. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Il y a plusieurs personnes de l'association, donc je vous félicite parce que vous faites un travail formidable pour cette égalité dans le monde et pour la francophonie, la langue française également. Alors, Atik, vous avez écrit 12 romans. On peut peut-être citer le premier, Terre et Cendre, Singé Sabour qui a remporté le prix Goncourt en 2012. Et puis le dernier, peut-être Mechti, Chair des mots, ou encore, un que j'aime beaucoup, Les Porteurs d'eau. Un livre qui m'a également beaucoup touchée, que vous avez écrit en collaboration avec votre fille Alice pendant le confinement, Si seulement la nuit. Donc c'est la correspondance que vous avez eue tous les deux pendant cette période. Vous avez également réalisé des films documentaires, vous avez un doctorat en audiovisuel à la Sorbonne, et puis trois films de fiction, 2 que vous avez adaptés de vos romans, donc Singé Sabour et Terre et Cendre, et puis une fiction, Notre-Dame du Nil, que vous avez tourné au Rwanda, après un séjour au Rwanda, et qui montre les prémices du génocide. Vous avez d'ailleurs, pour ce film-là, obtenu l'Ours de Cristal à Berlin en 2020. Et puis je rappelle qu'en 2023, vous faisiez partie du jury du Festival de Cannes. Vous pratiquez la calligraphie, le dessin, et vous avez même inventé, on peut dire, ce qu'on appelle la callimorphie. Alors, je vous ai imprimé pour vous montrer la beauté et la finesse. Donc vous aviez même eu une
expositions à partir de vos... Oui, plusieurs expositions. C'est absolument magnifique et délicat. Alors moi, j'avais, avant de vous poser ma première question, je trouve que comme en fait vous êtes un artiste protéiforme, un peu comme Jean Cocteau, vous passez de l'écriture à l'image, des mots à la calligraphie, de la mise en scène de film à la mise en scène d'opéra, de la langue persane à la langue française. Alors ma première double question, comment est-ce que vous vous considérez un artiste, un romancier, un poète? Et puis, est-ce un besoin ou une évidence de passer d'un médium à un autre? Je me cherche. C'est vrai que à chaque fois, quand j'écris un roman, je me mets dans une situation comme si c'était la première fois que j'écrivais. De même quand je fais un film, de même quand je calligraphie, etc. Et ce n'est pas ni un défi, ni un challenge, quoi que ce soit, ou pour montrer que voilà, je sais faire tout. Non, justement, comme je sais rien faire, donc je fais tout. Donc voilà, et pour moi, c'est une sorte de recherche. D'abord, c'est une question pour moi-même, à vrai dire. Après, évidemment, j'essaie de comprendre les choses, le monde, l'être humain, bien sûr. Et pour cela, je suis obligé un peu de toucher à tout pour voir dans chaque art une dimension particulière d'une histoire, d'un être humain, d'un événement, en effet. Et je sais que, par exemple, ce que fait la littérature, c'est ce que le cinéma ne peut pas le faire. Et inversement aussi. De la même manière, la peinture, de la même manière, la musique, etc. Là, par exemple, si je prends l'exemple de Terre et Centre, au début, c'était un roman, un petit roman, c'était un récit, voilà. Ensuite, je me suis posé la question, mais pourquoi mon personnage agissait de telle manière, C'est parce que quand on écrit toujours avec notre inconscience. Et c'est normal. C'est normal parce que on écrit avec... Le moyen, c'est quoi? C'est la langue. Et la langue, c'est quoi? On est avec une langue. Et avec cette langue, on commence à comprendre le monde. Mais en même temps, cette langue entre à l'intérieur de nous, même dans notre inconscience. Et de temps en temps, on sort des choses, des mots, des situations. Sur le coup, on ne comprend pas pourquoi. Et je crois qu'après, quand j'essaye de me comprendre, je veux l'adapter à autre médium pour savoir quelle est cette dimension cachée de ce que j'ai écrit. Vous voyez, les Indiens disent une chose extraordinaire. Ils disent que l'humain ne parle pas pour révéler les choses, mais pour les cacher. Ce que la psychanalyse nous enseigne aussi. La psychanalyse nous dit que les mots, plus cachent les choses que ne révèlent. Donc, c'est normal. D'une certaine manière, pour moi, je reviens à votre question, oui, de passer d'un art à l'autre, ou d'une discipline à l'autre, c'est cette recherche permanente, au moins. Et voilà, c'est intéressant. Du coup, ça donnait le récit, le roman, ensuite un film, puis des pièces de théâtre. Ensuite, j'en ai fait une série de callimorphie à partir de ça, et même de poèmes. Et ensuite, en 2011, je l'ai monté à l'Opéra de Lyon. Donc voilà, pour moi, c'est voir. Ça me permet de connaître mieux mes personnages, en effet. Et vous avez été étonné à chaque fois? Vous avez trouvé des choses différentes? Oui, ou bien j'ai inventé du sens. Vous voyez, même ça, c'est un bon prétexte. Bon, le fait de chercher, qu'on n'arrive pas à trouver, mais ensuite, on réinvente.
Voilà. Toujours, je crois que le sens ne préexiste pas la forme. Les deux naissent ensemble, bien sûr. Donc, je ne peux pas dire que non, j'ai quelque chose à dire, ou, voilà, thématiquement parlant, sur le plan sémantique, ça y est, je suis à mon aise, et puis, voilà, je sais ce que je veux dire, mais non. C'est le moment où je me mets à écrire ou à filmer, et c'est là que je vois que le sens naît. Oui. Alors j'ai commencé par vous présenter par votre travail, mais votre parcours qui est particulier, bien évidemment, influence votre travail, et je pense qu'on va parler de votre parcours, justement. Ben, écoutez, c'est vrai que quand vous aviez 17 ans, donc vous avez fui l'Afghanistan. Votre maman était enseignante, et votre père? Mon père, il a fait des études de droit. D'accord. Il était d'abord gouverneur en province. Je crois. D'abord, il était le gouverneur à Bamiyan, la ville des Bouddhas. Ensuite, Andarab, une autre ville. Et puis, dans la vallée de Panjshir, la vallée de Massoud. Et voilà, et c'est là que ma mère est tombée enceinte de moi. Très bien. Dans les vallées de Panjshir. Probablement, dans la vallée de Panjshir. Et donc, je voulais vous demander, donc, quelle était pour vous la vie avant en Afghanistan, avant que vous étiez obligé de fuir par rapport à l'invasion des Soviétiques? C'est toujours nostalgique, bien sûr. Pour deux raisons. D'abord, en effet, je ne peux pas me plaindre de mon enfance. Tant pis pour moi, comme disait Ernest Hemingway, parce qu'il disait malheur à l'écrivain qui a une enfance heureuse. Donc, moi j'ai eu une enfance heureuse et je ne me plains pas, j'étais heureux, et là maintenant aussi je suis heureux. Mais très vite, tout a chamboulé un peu dans notre vie, notamment parce que mon père, il était monarchiste. Ma mère aussi, bien sûr. Et quand, en 1973, il y a eu le coup d'État pour renverser la monarchie, mon père a été arrêté. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais en fin de compte, il a été libéré au bout de 3 ans. Et entre-temps, évidemment, ma mère a été obligée de maintenir la maison, donc 4 enfants, et dans un pays comme l'Afghanistan, sans mari, c'est un peu compliqué. Et entre-temps, ma sœur aînée, elle est évidemment devenue une féministe avant l'heure, dans les années 70, 80. Mon frère aîné, lui, il est devenu communiste. Voilà. Et entre le père, ma mère qui était pas religieuse, mais très croyante. Et un peu paranoïaque. Donc, entre tout ça, moi, je n'avais pas d'autre voie que d'être anarchiste. Donc, et très jeune, j'étais un peu un enfant sauvage. Je touchais à tout, oui, déjà un peu, donc, parce que je me cherchais. Donc là, vous étiez obligé de fuir en Afghanistan. Est-ce que au Pakistan, pardon. Est-ce que vous avez été aidé à ce moment-là par des personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué, qui ont abandonné quand vous êtes arrivé au Pakistan? Donc comment ça s'est passé pour Alors, oui. Encore, ma vie est trop compliquée. Chaque fois, j'essaie de raconter, mais je n'arrive pas. Et même dans Si seulement la nuit, oui, j'ai tout écrit, un peu. Même là, je vois qu'il y a des zones sombres à éclairer dans ma vie. Écoutez, oui, mon père
au bout de 3 ans, comme je viens de dire, était libéré et il ne voulait pas rester en Afghanistan. Il en avait marre. Donc 3 ans de prison en Afghanistan, en Kaboul, c'est vraiment 10 ans, même 20 ans. Donc il était dévasté psychologiquement et même physiquement. Donc il ne voulait plus rester en Afghanistan, il est parti vivre en Inde. Et moi, quand en 78, quand il y a eu le coup d'État des communistes, donc je suis parti le rejoindre en Inde. Mais au bout de 6 mois, il était obligé de retourner, moi j'avais 15 ans, et il était obligé de retourner en Afghanistan parce que ses biens devaient être réquisitionnés par le gouvernement, etc. Bon, peu importe. Et moi je suis resté tout seul, à l'âge de 15 ans, en Inde. Pas n'importe où. Ah oui. Oui. Et mon père avait laissé un peu d'argent pour que je continue à vivre, mais aussi faire mes études, apprendre l'anglais, apprendre le hindi, etc. Mais je ne vous cache pas, au bout, moi j'ai pris tout son argent et j'ai voyagé en Inde et au bout de 3 mois, je n'avais plus rien. Et j'étais obligé du coup de travailler dans une bijouterie, etc. Donc ça, pour moi, c'était une grande, grande expérience. En effet, cette solitude, d'un seul coup, coupée de ses racines, de sa famille, de sa langue, de sa culture, être en Inde, et puis l'Inde, n'importe où, le pays où on se perd complètement, surtout religieusement parlant. Moi, je suis né dans un pays musulman, j'ai grandi dans un pays musulman, malgré que l'Afghanistan à cette époque, là, et dans le quartier où on vivait, il y avait beaucoup de Sikhs, les Indiens, mais quand même, et venir voir une autre culture, une autre religion d'un seul coup, première chose qui m'a frappé, c'est que d'abord, je pourrais être né en Inde et pourrais être bouddhiste ou hindouiste. Donc, c'était un hasard que je suis né en Afghanistan, dans une société. Donc, à partir de ce moment-là, dit que non, l'identité n'est pas celle avec laquelle on est. L'identité humaine, c'est celle qu'on crée, on invente, réinvente. Et c'est ça qui était, pour moi, très, très important. Et vraiment, ça m'a construit. Et là, mais au bout, voilà, comme je vous ai dit, au bout d'un an et demi, je n'avais plus rien et je voulais venir en France. Mais pendant 6 mois, je n'avais pas de visa en Inde. Et quand j'ai contacté l'ambassade de France pour venir ici, comme j'étais mineur, l'ambassade a dit, bah, écoutez, vous savez 6 mois que vous n'avez pas de visa, on pourrait vous donner très très vite le visa, partir en France, etc. Je suis retourné donc à la préfecture indienne, là-bas, ils m'ont gardé 24 heures pour voir si j'avais commis un crime ou quoi que ce soit. Et après, le lendemain, ils m'ont donné mon passeport et je devais quitter le sol de l'Inde en 24 heures. Donc, je n'ai pas eu le temps de trouver d'argent, aller en Inde, etc. Donc, je suis retourné en Afghanistan, personne ne m'attendait, donc ils étaient tous surpris. Puis, 3 ans après, j'ai quitté l'Afghanistan, clandestinement cette fois-ci. Après 9 jours et 9 nuits de marche, on était 24 jeunes, tête brûlée évidemment, et voilà. Malgré que sur le coup c'était très difficile, mais maintenant avec le recul, je dis quelle expérience! Quelle expérience! C'était en décembre, il neigeait, vous voyez, on devait traverser presque une montagne de 3000 mètres d'altitude quand même, et tout ça, et traverser des champs minés et couverts sous la neige. C'était, voilà, une épreuve incroyable. Mais bon, je suis sorti sain et sauf, et je suis là pour en parler. Donc, ça veut dire que c'était une expérience créative, en effet.
Et puis, une fois arrivé en Inde, j'ai contacté l'ambassadeur de France. Alors, il y avait plusieurs choses. D'abord, quand j'étais en Afghanistan, évidemment, je fréquentais le lycée franco-afghan. Ensuite, l'Alliance française, et c'est là que j'ai commencé à connaître vraiment, vraiment, c'est trop dit, c'est trop exagéré, un peu, la culture française, le cinéma français, la littérature française, etc. Et en même temps, comme je n'étais pas nul en persan dans ma langue maternelle, parce que j'avais commencé très jeune à écrire et à publier dans mon pays, donc je donnais des cours de la langue persane au membre de l'ambassade française en Afghanistan. J'avais 17-18 ans, juste après mon retour de l'Inde. Donc, ça aussi parce que chaque cours, ça faisait pas mal d'argent. Je gagnais mieux que ma soeur aînée. Parce que j'avais 3 au début, ensuite 5 élèves, et chacun me payait pas bien, par heure, etc. Donc, j'étais heureux. Et quand je voulais quitter l'Afghanistan, justement, ça a été très très marrant parce que j'ai contacté quelqu'un de l'ambassade pour lui dire, voilà, je pars, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Je dis, oui, allez-y. Mais il fallait qu'on se parle. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Donc, c'était très... Mais comme dans les films d'espionnage, il dit, à telle heure, viens voir tel film. Et en plus, le film, c'était de Claude Chabrol, Les Biches. Je n'oublie jamais. Et j'étais là pour juste dès que je suis entré, il y avait une scène entre 2 femmes, une scène d'amour. Donc, je regardais et en même temps, le monsieur de l'ambassadeur était à côté de moi, pas monsieur l'ambassadeur de l'ambassade de France, à côté de moi, et on parlait comme ça. Ouais, d'accord, tu vas rencontrer en Pakistan telle personne, d'accord. Il fallait que je note tout dans ma tête. Il ne fallait pas écrire. Donc voilà, et c'est comme ça qu'une fois arrivé au Pakistan, j'ai contacté l'ambassade et au bout de 1 mois et demi, j'ai eu mon asile politique. Et j'étais pas seul, j'étais avec 2-3 amis qui eux aussi ont eu leur visa, leur asile politique, et surtout, à cette époque, ma fiancée, qui a quitté l'Afghanistan avec moi, et on est venus ensemble en France. Quel périple. Voilà, vous savez tout de moi maintenant. Ça y est. Et est-ce que c'est justement par rapport à ce que vous venez de raconter que vous avez un regard assez... une approche de l'exil qui est un peu différente des approches habituelles. Alors je vais lire quelque chose que vous avez écrit et puis on va en parler. Une fois à la frontière, le passeur me dit de jeter un dernier regard sur ma terre natale. Je m'arrêtais et regardais en arrière. Tout ce que je vis n'était qu'une étendue de neige avec les empreintes de mes pas. Et de l'autre côté, de la frontière, un désert semblable à une feuille de papier vierge, sans trace aucune. Je me suis dit que l'exil, c'était ça, une page blanche qu'il faudrait remplir. Et vous dites que souvent que voilà, vous n'avez pas un côté nostalgique par rapport à l'exil, mais je me dis quand même, remplir une page blanche, ce n'est peut-être pas si simple. Et justement, quand on est dans une recherche culturelle entre 2 cultures, ça ne doit peut-être pas être si simple que ce que vous laissez présager. Ah ben non, moi j'ai jamais dit que c'était facile. Mais il faut remplir. Non. Parce que vous dites que l'exil permet de se connaître, oui, de devenir soi. Bah écoutez, oui, parce que moi, évidemment, il y a cet exil que plus ou moins Ahmad a connu, et tant d'autres Afghans et tant d'autres, chez d'autres peuples qu'on connaît, etc., que ce soit l'immigration ou l'exil. Mais cette expérience d'exil m'a poussé à me poser tant d'autres questions sur l'humanité même. Et petit à petit, je me suis aperçu, justement, en écrivant ce livre, La balade du Kalam, qui est une réflexion sur l'exil et la création. Et là, je me suis rendu compte que non, l'exil
est plus profonde que juste traverser une frontière, connaître une autre culture, sauver sa peau, etc. Bien sûr, c'est notre instinct de survie qui nous pousse à fuir toujours. Mais une fois de l'autre côté de la frontière, une fois devant cette page blanche, évidemment, ça demande une certaine méditation. Avant, pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas tomber dans une sorte de nostalgie, complètement écrasante. Parce que la nostalgie, c'est horrible, parce que ça vous envoie dans la mélancolie, dans la dépression, etc. Et là, il faut transformer ça. En effet, il faut écrire sur cette page blanche. Et en écrivant, je t'ai aperçu qu'en fait, l'humanité est née grâce à l'exil. Si l'exil n'existait pas, on ne serait pas là. Si on est croyant, commençons par ça, dans la Bible, mais aussi dans le Torah, dans le Coran, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran, tout ce que vous voulez, et même chez les Indiens, oui, mais puisqu'on est monothéiste, et c'est lorsque Dieu chasse Adam et Ève, c'est quoi? C'est l'exil, c'est le premier exil, d'une certaine manière. Ensuite, ça, si vous voulez, c'est un exil dans la mythologie humaine. Mais il y a un autre exil, plus concret, plus humain, plus individuel. C'est l'exil lorsqu'on quitte le corps de sa mère. Et pour cela, il y a un grand poète perse, peut-être vous connaissez, Rumi, dans son livre magnifique, Masnavi, commence avec un vers extraordinaire. Il dit, en persan d'abord, il dit Beshnavaznaytun hekayat mekonat wasjedoui ha shekayat mekonat. Il dit, écoute le naï. Le naï, c'est la flûte faite par de roseaux. Il dit, écoute ce naï, écoute cette flûte de naï. Il se lamente de sa séparation de l'endroit où il était, la roselière. Et petit à petit, il dit, si ce tige de roseau n'avait pas quitté son endroit, ça deviendrait rien. C'est juste une tige. Mais le fait de quitter, de se couper de ses racines et se jeter ailleurs, ça devient justement le naï, c'est-à-dire un instrument de musique, mais aussi l'instrument de calligraphie. C'est parce que depuis la nuit des temps qu'on écrivait, on avait commencé à écrire avec naï. Donc, voilà, pour devenir autre. Et d'ailleurs, même ici, l'équivalent de ce poème de Rumi, c'est cette phrase magnifique que tout le monde connaît, « Je est un autre » de Rimbaud. Tout le monde connaît cette phrase, mais la suite qui est plus importante, il dit « Je est un autre, tant pis pour le bois de devenir violent. » Et malheureusement, à chaque fois, on enlève cette deuxième partie. Alors que pour moi, c'est justement, Rimbaud, il est bien placé pour en parler, justement, pour comment l'exil nous aide de devenir autre chose. Et lui-même, quand il a décidé de ne plus être poète, il est parti complètement ailleurs. Il est devenu quelqu'un d'autre, même marchand d'armes, trafiquant d'armes, etc. Peu importe qu'il est devenu, mais il voulait se réaliser, il voulait partir, peut-être parce qu'on savait, à cause de son échec avec Verlaine, etc., échec d'amour, etc., peu importe. Mais le fait de partir, de quitter ses racines, de vivre ailleurs, en effet, il s'est créé, il s'est construit, il s'est réinventé. Donc, l'écriture de page blanche, c'est ça. Et alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de francophonie, donc vous avez commencé à écrire dans le vrai sens du terme, mais vous avez écrit, donc vous avez commencé en persan,
Et puis vous êtes très vite passé au français, d'ailleurs avec Singué Sabour. Vous avez écrit directement en français, ce qui était un grand succès, parce que directement au prix Goncourt. Mais pourquoi avoir décidé d'écrire en français? Vous auriez pu continuer d'écrire en perse et être traduit. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce que cette langue vous a apporté de plus? D'abord, une question très banale, parce que ma traductrice est partie vivre aux États-Unis. Elle est tombée amoureuse. Donc, et c'est vrai qu'avec elle, je m'entendais très très bien. Le fait que, parce que quand je suis arrivé en France, je parlais encore pire qu'aujourd'hui le français, donc je n'arrivais pas à m'exprimer dans cette langue. Et je ne voulais pas non plus apprendre le français dans les centres linguistiques, etc. Je voulais apprendre le français à travers sa littérature. Donc, je me suis directement inscrit à l'université pour apprendre le français. Mais c'était pas facile, comme vous venez tout à l'heure, parce qu'au début, je m'étais juste une anecdote très simple, et très courte, j'espère. Le premier jour, quand je me suis inscrit à l'université comme auditeur libre à la faculté des lettres, le premier jour, c'était le cours de nouveaux romans. Le professeur parlait de Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute. Wow. Je ne comprenais rien. Malgré que pendant un an, je me suis enfermé. Le premier livre que j'avais acheté en France, quand je suis arrivé, c'était le livre de Marguerite Duras, L'Amant, parce qu'elle venait juste d'avoir le prix Goncourt. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, partout, c'était Marguerite Duras, prix Goncourt. Waouh! Donc, c'est le premier livre que j'ai acheté. Et pour moi, c'était une sorte de manuel de la langue française, parce que je lisais une phrase, je sais pas, pendant 8 mois, j'ai lu ce livre et analysé chaque phrase pour comprendre. Et donc, je ne voulais pas écrire, bien sûr, en persan. Je laissais tomber de côté parce que je me disais, à l'époque, il y avait très peu de persanophones en Europe. Écrire persan, pour qui, pourquoi? En français, je ne pouvais pas écrire, donc je me suis orienté vers le cinéma, vers l'image, un langage accessible pour moi. Et, etc. Donc, ça allait très bien avec le persan. En effet, le premier livre, même écrit en persan, tout de suite a traduit, mais on a mis presque un an à traduire ce petit livre. Et toujours, j'ai travaillé avec ma traductrice. Ensuite, deuxième livre, Les 1000 maisons du rêve et de la terreur. Ça a pris presque 2 ans, la traduction. Et il arrive Le retour imaginaire. Elle a traduit, mais après, elle dit, Attic, je ne peux plus te traduire parce qu'à chaque fois, c'est une épreuve pour moi. Donc, elle m'a laissé tomber, d'abord par ça. Ensuite, elle était tombée amoureuse de quelqu'un, elle est partie. Donc, ça. Mais, alors, cette histoire, Pierre de patience, la première phrase est sortie en français. Une phrase tellement banale, la chambre est petite. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire de dire? Rien. Mais ça m'a intrigué d'abord. Pourquoi cette phrase, ce livre, la première phrase de ce livre a été sortie en français? Et deuxième chose, pourquoi cet article défini? On ne commence pas un roman avec un article de la chambre, comme si le lecteur connaissait cette chambre. Oui. Mais en même temps, ça m'a séduit. C'est-à-dire, je fais un contrat avec mes lecteurs, mes lectrices. Je parle d'une chambre qu'elle doit connaître, qu'elle avait déjà connue peut-être. Non, je ne sais pas. Mais cette particularité de la langue française, enfin dans la langue latine, etc., m'a impressionné. Parce que dans notre langue, à nous, il n'y a pas d'article, parce qu'il n'y a pas de genre non plus. Donc il n'y a pas la, li, le, la, le, etc. L'égalité totale.
Et en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est ce qu'on cherche dans la vie, c'est-à-dire cette égalité, cette justice entre les sexes, et qu'on n'a pas dans la société, dans la vie, on la cherche dans notre langue. Voilà. C'est une sorte oui, on se défoule dans la langue. Donc, pour moi, c'était ça. C'est cette utilisation de l'article qui m'a beaucoup frappé. Et ensuite, je dis, bon, on va voir. Deuxième phrase, troisième phrase, et ça continue, ça continue. C'est peut-être mon inconscience qui m'a poussé vers ça. Parce que je crois que cette histoire qui était en moi voulait une certaine liberté de langage, de langue et de l'écriture. Et parce que quand on écrit dans sa langue maternelle, rien que de par son appellation, la langue maternelle, on crée des tabous, on crée des limites, on crée... Donc, parler de l'intimité et tout ça, c'est... En tout cas pour moi, il y a tant d'autres personnes. D'ailleurs, mon dernier livre, Mehesti, qui est sur une poétesse persanophone qui existait au XIIe siècle, elle, en revanche, avec le persan, un langage cru, elle parle de son intimité à l'époque, et de sa sexualité, c'était incroyable. Donc, voilà, il y en a, mais il faut être femme pour ça. Parce qu'elle a osé de transgresser la langue, la culture, la religion, la politique, tout. Donc, oui, et puis, c'est vrai que ce livre concernait les femmes, l'histoire d'une femme. Sortir en français, ce n'était pas du tout anodin, en effet. Ce n'était pas gratuit, ce n'était pas absurde. C'était quelque chose, je crois, de mon inconscience qui m'a imposé ça. Parce que écrire dans une autre langue, quand même, on n'a pas le même tabou que dans sa langue maternelle. Et deuxième chose, je vous avoue que j'ai un rapport assez particulier avec la langue française. Pourquoi? Un rapport presque féminin avec la langue. Parce que j'avais 11 ans quand là, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'arrestation de mon père. Parce que mon père, c'était quelqu'un assez particulier aussi, parce que lui, il était germanophone. Ma mère anglophone, ma soeur aînée aussi, et mon frère aussi. Ensuite, mon frère s'est orienté vers la langue russe. Et mon père m'a dit, toi, tu fais le français. Je dis, d'accord. Voilà. Mais l'année où je suis entré au lycée franco-afghan, j'avais 11 ans, mon père a été arrêté. Donc, je suis resté avec ma mère. Et aussi, au lycée, à l'Institut français, découvrir une autre culture, une autre civilisation, et un autre rapport entre hommes et femmes, aussi m'avait influencé. Notamment quand, à l'Alliance française, je regardais les films de Claude Sautet. Et donc... ou Hiroshima mon amour, etc. Toute la nouvelle vague française aussi. Donc ça, oui, le français est entré dans mon fantasme, d'une certaine manière. Et tout ça parce que c'était au moment dans ma vie où je devenais, oui, un ado. Je découvrais ma vie sexuelle, bien sûr, dans un tel pays où il n'y a que de la frustration, mais je voyais sur l'écran toute la vie
sexuelle, voyez, etc. Ça m'avait beaucoup influencé, forcément. Et je peux même dire que j'ai un rapport presque érotique avec la langue française. Voilà. C'est vrai que vous avez pu raconter cette intimité aussi avec ce personnage dans votre livre, Singesabour, où effectivement, elle parle très ouvertement donc, à cet homme qui ne peut... On ne sait pas s'il écoute, s'il entend. Et ça, c'est remarquable parce que vous l'écrivez en tant qu'homme et vous parlez... Enfin, c'est la femme qui parle, en fait. Oui, je crois que ma partie féminine parle français. En effet. Et d'ailleurs, oui. Au début, je voulais que le narrateur entre dans la tête de mon personnage masculin, de cet homme, oui, et voir, voilà, un homme qui était tel qu'il est, dans la vie, un homme, voilà, un viril, un macho, enfin. Et voilà, je voulais me mettre dans sa peau à lui pour comprendre si sa femme parle, tout ça, qu'est-ce qu'elle peut penser. Mais quand j'écrivais, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Comme si cette femme qui venait, t'as pas de droit de parler de lui, parle de moi. Et c'est vrai, et à chaque fois on me dit comment j'ai pu entrer dans la peau d'une femme. Et je dis non, je ne suis pas entré dans la peau d'une femme. C'est cette femme qui est entrée en moi. Et d'ailleurs, pour tout, je crois que dans l'écriture, j'entends souvent mes confrères dire que voilà, je suis entré dans la peau de mon personnage. Je ne crois pas à ça. C'est plutôt, ce sont les autres qui entrent en nous. On est cette pierre de patience. On écoute, on voit, et un jour, on éclate. Et ce jour-là, c'est l'écriture, bien sûr. Vous avez parlé de la poésie, et au Moyen-Orient, la poésie a une importance et une place plus importante qu'en Occident. Donc votre dernier roman, on a dit Mechti, sur cette poétesse du XIIe siècle. Et quel rapport vous avez à la poésie? Est-ce que pour vous c'est une manière de voir le monde, de lire le monde? Encore une fois, oui. Je suis né en Afghanistan, c'est là où notre littérature, enfin toutes les littératures du monde, évidemment basées sur la poésie. On commence avec la poésie dans toutes les civilisations, dans toutes les littératures. Mais sauf que on est resté dans l'art de la poésie. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. La première, la langue persane, même, c'est une langue très poétique. Et même à l'entendre, on sent qu'il y a un certain rythme, etc. Une certaine musicalité. Mais, en dehors de ça, c'est que les premiers poèmes dans la langue persane, c'était au 9e siècle, etc. Et avaient un lien avec la vie sociale, bien sûr. C'est comme les Grecs. Les Grecs, quand on lit les premiers textes grecs, ça concerne vraiment, c'était la vie. Quand on lit Homère, on voit que tous les poètes devaient connaître tous les métiers pour pouvoir en parler, etc. Donc c'était un peu le cas en Perse et en Afghanistan, et même dans beaucoup de pays. Donc oui, le persan m'a appris ça. Et d'ailleurs, ensuite, quand je suis né, mon père, tous les matins, au lieu de lire le Coran, il lisait des poèmes. On a grandi dans la poésie. Et ensuite, il y a évidemment une cause politique. Parce que avec la poésie, on se cache
dans les métaphores, dans les symboles, etc. Et comme souvent là-bas, aussi bien sur le plan politique que religieux et aussi sur le plan social, évidemment, on est toujours blâmé, on est toujours interdit. Donc, on essaye de trouver les moyens pour nous exprimer. Et évidemment, la poésie de sens caché. Moi, je voulais vous poser une question. Après la chute des talibans, vous êtes retourné, je crois, en Afghanistan. Après la première chute. Après la première chute. Après oui, bien sûr. 2002, oui. Et là, vous avez voulu créer un centre d'écriture. Oui, oui. C'était quoi comme objectif de transmettre aussi, de donner la possibilité à la jeunesse, là, donc, oui, parce que moi, je suis retourné après 18 ans d'exil. Voilà. Bien sûr, j'ai découvert mon pays, ma ville natale, complètement détruite, en ruine, et les âmes aussi, malheureusement. Et je voyais toute cette jeunesse qui avait vécu l'horreur, la guerre, d'abord la guerre afghano-soviétique, ensuite la guerre civile, avec Massoud et toute la compagnie, puis arrivent les talibans. Donc, il y a plusieurs décennies quand même, cette jeunesse était restée dans la guerre, dans l'interdit, dans l'horreur. Et l'œuvre de Ahmad, justement, quand il montre les trois drapeaux, et puis qui tourne en rond, comme ce pays, c'est exactement ça, l'Afghanistan. Imaginez toute une génération, 2 générations, 3 générations qui ont vécu, qui vivaient dans ce truc, voilà, de routine. Et Ahmad, il est plus jeune que moi, bien sûr, mais imaginez, moi, maintenant, quand je réfléchis, en espace, l'Afghanistan, à ma connaissance, et sur lequel j'ai fait un film documentaire pour Arte qui s'appelle Afghanistan A entre parenthèses, dans lequel je montre qu'un pays aussi pauvre que l'Afghanistan a quand même connu en l'espace de 40 ans tous les régimes possibles dans le monde. Il était monarchie absolue. 63, il y a eu la monarchie constitutionnelle, qui est décrite et écrite par les Français. Ensuite, il y a eu le coup d'État, c'était la République d'Afghanistan. Et le cousin du roi qui a fait le coup d'État, il était aussi francophone et francophile, et germanophone et germanophile aussi. Lui, il a essayé de faire la République, voilà, à l'européenne, etc. Mais il était comme du son, il était un peu dictateur. Il a raté. Ensuite arrivent les communistes nationalistes. Un an après, le communiste internationaliste. Puis la République islamique basée sur des idées, un peu sur le système iranien, les imams iraniens. Ça aussi, ça n'a pas marché. Arrivent les talibans. Ensuite, Karzai, le chaos total, soi-disant la démocratie, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, le retour de talibans pour faire un pays d'émirats. Donc, vous voyez, montrez-moi un seul pays qui a... Vous voyez, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça, ce pays-là. Il y avait une phrase, je ne sais pas si je l'ai rêvé ou non, parce qu'à chaque fois quand je cite, je dis, ben non, on n'a jamais entendu ça quelque part. J'ai entendu que André Malraux, quand il s'était trouvé dans les années 50, à la frontière afghano-pakistanaise, en jetant un regard sur les montagnes afghanes, sur le désert afghan, alors sa main qui tremblait, comme sa voix, il dit « Je ne sais pas où je suis, au commencement ou à la fin du monde. » Et c'est vrai, l'Afghanistan c'est un tel pays. Pourquoi?
Moi, je pense, ça c'est une idée très personnelle, parce que la civilisation abrahamique, la civilisation monothéiste, s'arrête en Afghanistan. À partir d'Afghanistan, vous avez complètement une autre civilisation, une autre manière de penser, une autre manière de vivre et une autre manière de mourir. Les Afghans, ils étaient bouddhistes au début, zoroastriens ensuite. Et l'islam, venu au 7e siècle, l'islam s'est posé, c'est pas imposé, c'est posé sur la fondation zoroastrienne et bouddhiste. Donc, cela a créé, à mon sens, une sorte de... Ça a déréglé notre structure mentale, notre structure sociale, notre structure religieuse et politique. On a, comme on dit en français, je m'excuse pour cette expression, c'est on a le cul entre deux chaises. Voilà. Et aussi, on a une manière de vivre qui est évidemment très proche, ou notamment aujourd'hui, je ne parle pas avec les talibans et tout, les dirigeants arabes, saoudiens qui sont venus gouverner dans le pays. Mais on a ça, c'est-à-dire, il y a une sorte de schizophrénie en nous. Ouais. Et le fait qu'on n'a pas encore travaillé sur ce passé, pas du tout, on n'a pas du tout travaillé sur notre identité, sur notre passé, sur notre histoire. Évidemment, on reste dans ce chaos qu'on connaît, malheureusement. Et donc, puisque le temps passe dans ce chaos, malheureusement, aujourd'hui, les femmes vivent je crois que c'est le pays le plus terrible pour la condition des femmes. On a entendu Meryl Streep il y a quelque temps dire qu'un oiseau pouvait chanter en Afghanistan et pas une femme, et qu'un écureuil pouvait se promener et pas une femme. Voilà. Donc, bien sûr, mais dans toutes les guerres, les premières victimes sont des femmes et des enfants. Voilà. Ça, c'est, je crois, et ça. Bien sûr, ce que les talibans affligent aux femmes, c'est la terreur, c'est l'horreur, c'est la sauvagerie. On ne peut même pas nommer à ce point. Mais n'oublions pas une chose, qu'à l'intérieur, il y a des femmes qui résistent. D'abord, elles sont là. Deuxième chose, les femmes, pour eux, pour les talibans, est un moyen de négocier avec le monde. Attention. Parce que c'est une question très stratégique. À chaque fois, quand il essaie de négocier, et quand l'argent des États-Unis n'arrive pas à temps en Afghanistan, de même l'argent chinois, de même l'argent européen, parce que tous les pays donnent de l'argent aux talibans. Hein. Ça pour vous dire que les États-Unis de 45 millions par mois aux talibans. Donc, vous voyez, et à chaque fois, ils savent très bien qu'en mettant justement les femmes dans de telles conditions, les médias européens vont parler de ça. Et derrière, ce qui se passe, on n'en parle pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, sur l'identité afghane. C'est maintenant, cette identité est complètement bafouée. Cette identité nationale, cette identité culturelle n'existe plus. Ça, voilà. Deuxième chose, c'est tous les jeux et les enjeux géopolitiques dans la région, entre l'Iran, le Pakistan et la Chine. Ce qui se passe. De la même manière qu'en 2001, en détruisant les deux grands Bouddhas, les talibans,
ils ont attiré toutes les caméras vers les deux Bouddhas, et derrière, ils ont fait le génocide du peuple Hazara. Et de la même manière, maintenant, ils font féminicide, si vous voulez, pour cacher encore les enjeux géopolitiques. Encore la femme qui les sert comme moyen de cacher tant de choses. Donc, la question est plus complexe, malheureusement. Évidemment, ça nous touche, tous, parce que les femmes, c'est vrai que c'est plus que moitié de la population, du peuple afghan, c'est les femmes. Maintenant, paraît-il, il y a 60% de la population en Afghanistan. Donc, vous voyez, mais en même temps, on voit que comment ils utilisent ça. Ils savent très bien qu'ils font la moindre chose sur les femmes. En Occident, évidemment, on en parle. Mais derrière ce qu'il avance, on n'en parle pas, malheureusement. Ça aussi, c'est dangereux. Vous m'avez dit que l'autre jour que vous étiez de retour de la Syrie. Qu'est-ce que vous avez vécu quel est votre regard par rapport à ce qui se passe? Écoutez, c'était très étrange, parce que exactement, la même ambiance, la même incertitude que j'ai connue quand je suis entré un mois après la chute des talibans en 2002 en Afghanistan. Exactement. D'abord, évidemment, on essaie d'être content, heureux, d'être libre quand même par rapport à ce qui s'est passé sous le régime de Bachar al-Assad, mais en même temps, avec ceux qui arrivent, ceux qui prennent maintenant le pouvoir, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, tout ce qui se passe dans la région, c'est-à-dire ce conflit interminable entre les Palestiniens et les Israéliens d'un côté, l'Iran de l'autre côté, les Kurdistans de l'autre côté et la Turquie de l'autre. Et les Saoudiens, bien sûr, toujours, et les Qataris de l'autre côté. Donc, il y a un sacré chaos dans le pays. Et on ne sait pas vers quoi peut amener un si beau pays, un si grand pays que la Syrie, quand même, a une civilisation, vraiment le berceau de civilisation. Donc, voilà, on ne sait pas. Et, vous voyez, ce qu'on avait vécu en Afghanistan, c'est-à-dire la destruction de Bouddha, de l'identité historique d'un peuple, on a vu comment l'État islamique a détruit Alep, tous les monuments incroyables. Et ils sont là juste pour détruire l'identité et pour détruire la civilisation, tout ce que l'humanité a payé cher jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, le combat contre ces gens-là, c'est un combat pour sauver l'humanité, d'une certaine manière. Mais, vous voyez, c'est ça que toujours, je dis, faites attention, parce que c'est au-delà de tout ce qu'on entend. Il y a une stratégie, il y a un objectif derrière tout ça qui est très très dangereux. Dans votre dernier livre, donc, enfin le livre par rapport à que vous avez écrit avec votre fille, vous aviez cité une phrase de Dostoïevski qui me fait penser en fait à tout ce que vous venez de dire. Donc vous avez dit « Autant je m'attache à l'humanité, autant je hais l'homme ». Oui, c'est vrai que cette phrase que j'avais lue dans le carnet de Dostoïevski m'avait beaucoup frappé. L'humanité en tant que concept est magnifique, comme le concept de Dieu, magnifique. Mais ensuite, ce qu'on fait avec, c'est tout le problème est là. En effet, sinon l'humanité est faite, évidemment, avec sa grandeur, sa décadence, etc., tout au long. Mais ensuite, quand on voit qu'après tant d'années, de siècles, on voit quand même ce qui se passe. On voit quelqu'un comme Trump, comme Elon Musk, etc. Quand on voit les talibans de l'autre côté, et là, je dis, on se pose pas mal de questions.
en effet. Qu'est-ce qui se passait? Vous voyez, là, de temps en temps, j'entends des discours. Je dis oui, c'est arrivé déjà dans l'histoire, telle catastrophe. Je dis oui, mais à chaque fois, l'expérience est faite pour ça, pour le corriger, pour avancer quand même. C'est pas parce que c'est arrivé dans l'histoire qu'il faut répéter. Ben non, au contraire. Il faut changer, mais malheureusement. On ne tire pas forcément de leçons. Non. Alors peut-être, avant de présenter Singé Sabour, quelques mots, est-ce que j'imagine qu'il y a des questions dans la salle pour vous? Pour terminer, pourriez-vous nous dire quelques phrases d'un poème en persan? Oh là. Bah écoutez, il y a une phrase d'un grand penseur perse de 13e, 14e siècle. C'est une phrase qui me frappe tout le temps. En persan d'abord. Mora ahliat goft neist. Kashke ahliat shunidan bude. تمام گفتن میباید و تمام شنودن اما بر گوش ها مهر است بر زبان ها مهر است بر دل ها مهر است. Il dit nous ne sommes pas aptes à tout dire si seulement on pouvait écouter, mais malheureusement nos oreilles sont scellées. Nos langues, nos lèvres sont scellées et nos cœurs sont scellés. Quand vous êtes parti en Algérie, vos parents, comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils vous ont laissé partir comme ça ou ils vous ont retenu? Non, ils m'ont poussé justement de partir parce qu'ils ont vu avec... mon frère, dans la famille, personne ne voulait que mon frère s'engage dans le parti communiste afghan. Donc, il craignait que je tombe dans le même piège. Et deuxième chose, si je finissais mes études, je devrais faire le service militaire sous le drapeau drapeau soviétique, etc. Et il savait que j'étais quand même quelqu'un qui ne pouvait pas être enfermé, même quand j'écrivais, toujours, je mettais des choses dans mon écrit que ça dérangeait souvent. Une fois, j'avais écrit une critique sur un film soviétique. Au début, la rédaction ne s'était pas rendu compte. Et quand le journal a été distribué, d'un seul coup, on appelle la rédaction et dit écoutez, est-ce que vous avez lu cette phrase Moi, je signais au nom de Kashban. Je ne signais pas avec mon nom. À l'époque, tout le monde me connaissait sous le nom de Kashban. De temps en temps, même les gens qui ne savaient pas que c'était moi, ils me parlaient de Kashban devant moi. Et le lendemain, le jour même, ils allaient tout ramasser dans les kiosques, etc. Donc, donc il fallait... Ouais. Et ils sont encore là-bas, les parents, ou ils sont... Non, c'est qu'ensuite... Durant la guerre civile, mon frère a été tué. Après, ma famille, mes deux sœurs, mes parents ont quitté l'Afghanistan. Ils sont installés aux États-Unis. Là, parce que ma grand-mère, alors là, si on monte, alors là, je le dis, parce que ma grand-mère aussi, c'est une vie assez incroyable, une vie romanesque. Elle s'était immigrée aux États-Unis dans les années 70.
Donc ma mère, quand elle a quitté, elle est allée la rejoindre aux États-Unis. Pour moi aussi, c'était plus facile d'aller aux États-Unis, mais je préférais la France, la langue française. Voilà. Alors, on va peut-être dire quelques mots de Singué Sabour. Et peut-être, vous avez parlé tout à l'heure un peu d'adaptation, Oui. mais je sais que vous avez travaillé avec Jean-Claude Carrière sur l'adaptation, et c'est un monsieur que j'admirais beaucoup. Comment s'est passé le travail avec lui? Bah, très bien. Bon, Jean-Claude, j'avais rencontré, c'était en 2005, en Inde. Pas n'importe où quand même. Oui. On se connaissait un peu, et j'ai connu surtout sa femme, Nahal Tajadod, qui est aussi écrivaine, et une amie très très proche. Donc, mais c'était en Inde, et c'était au festival de films de Delhi, que j'avais rencontré. Et déjà, on a commencé à écrire un premier scénario ensemble. Ensuite, quand j'ai publié le livre, évidemment, bien avant le prix, etc., j'envoyais mes livres à signer à des amis, dont à Jean-Claude Carrière. Et dès qu'il a lu, il m'a appelé, il a dit, ça serait un film. Je dis, bah non, tout ça se passe dans une seule pièce, qu'est-ce que tu racontes, Jean-Claude? Il dit, crois-moi. Alors que tout le monde pariait sur une bonne pièce de théâtre. Mais lui, il était prêt à dire, non, la pièce, ça serait nul. Et c'est vrai, depuis que j'ai vu au moins 5-6 adaptations théâtrales de ce livre, j'étais toujours un peu, sceptique. Ça ne fonctionnait pas. Alors oui, le cinéma, oui. Et c'était très très bien parce que quand on s'était rencontrés, quand je lui demandais d'écrire le scénario, coécrire ce scénario, je lui ai demandé qu'est-ce que tu attends de moi. Parce que le premier scénario qu'on a coécrit, c'était l'adaptation d'une petite nouvelle de Rabindranath Tagore, l'Indien, et une nouvelle de 3 pages, quoi. Mais là, en plus, mon propre roman, etc., et je lui ai demandé de me trahir. Parce que moi, évidemment, dès qu'on passe d'un médium à l'autre, il faut trahir l'autre médium, sinon on ne pourrait pas. Et à quoi bon d'abord? J'ai déjà dit ce que je voulais dire, mais il fallait justement, comme j'ai dit au début, je voulais découvrir la dimension cachée de cette histoire et la face cachée de mon personnage et de mes personnages aussi. Donc il me fallait quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, vous dites quelque chose qui, je crois, peut nous éclairer en regardant le film. Vous dites, par rapport donc à l'actrice Golshifteh Farahani, il fallait filmer la parole. J'ai demandé au caméraman de ne pas bouger avec le corps de l'actrice, mais avec les mots qu'elle prononce. La parole de cette femme a donné la direction technique et artistique du film. Oui. Et ça change tout le regard. Absolument. Là aussi, c'était devenu entre Jean-Claude et moi running gag parce que j'avais dit, bon, alors Atik, j'ai mis ce mot-là, alors va filmer, hein. Parce que c'est vrai que autant le livre c'est sur la femme, sur ses conditions, le film aussi évidemment, hélas, mais au-delà de ça, c'est la question de la parole et le rapport entre la parole et l'image, bien sûr. Il y avait ça, et deuxième chose, ce qui m'a beaucoup aidé, cette réflexion de Jean-Claude sur mon personnage. Parce qu'on cherchait comment définir le personnage, cette dimension cachée. Et Jean-Claude m'a dit, peut-être que cette femme regrette de ne pas avoir pu aimer l'homme. Et c'est vrai que se dire m'a ouvert quand même une voie et la manière dont il fallait adapter et diriger Golshifteh Farahani. Notamment, il y a une scène que vous allez voir tout à l'heure
c'est vrai que Golshifteh lui dit, cette scène, comment tu veux que je joue? Parce que il y a un moment donné, elle caresse le visage de son mari, le regard est complètement absent et ailleurs, et elle dit, pourvu qu'une balle perdue t'achève. Mais, alors, l'idéatique, il faut, je dis comme ça, avec la rage, parce que c'est une phrase très violente quand même, de dire ça à quelqu'un, etc. Et c'est là que j'ai dit, ah, c'était ça, ici. Il dit non, alors, ce qui est, c'est le langage du cinéma. En effet, quelque chose qu'on ne peut pas explorer dans le cinéma, exploiter dans le cinéma, c'est quoi? C'est la différence entre le geste, le regard et la parole. Elle caresse son homme, regarde vers loin, et elle dit ça avec amour. Cette phrase très violente. Et c'est là, oui, qu'on comprend ce personnage, ses contradictions, et puis, oui, ses angoisses. C'était un très bon choix d'ailleurs, Golshifteh Farahani. Oui, au début j'ai hésité. Pourquoi? Parce qu'elle est très belle. D'abord pour me protéger, moi. Et deuxième chose, en dehors de ça, c'est... Non, je ne voulais pas que sa beauté l'emporte sur le personnage. Sur le personnage. Ça, c'est très compliqué. Mais, donc, elle m'envoyait, elle m'appelait. Elle dit, bah, on verra, on n'est pas encore, on verra. Et un jour, elle m'appelle et dit, je sais que tu ne vas pas me prendre, mais sache une chose, que si je ne joue pas ce film-là, je prends ton livre et je vais le jouer dans les rues de Paris. Et là, tu ne peux pas m'interdire. Et il dit, quelqu'un qui dit ça, quelqu'un qui a une telle volonté, on y va. Et voilà, mais avec évidemment certaines conditions, parce que je ne voulais pas qu'elle soit maquillée, pas du tout, au début de film, qu'elle porte une cicatrice, etc. Donc, elle dit, je fais tout. On a dit, ok, bon, bah, c'est mon personnage. Voilà. Et c'est vrai que le moment où il y a une sorte de concordance entre la personnalité d'un acteur et le personnage, ça peut fonctionner. Parce que moi, j'évite tout. J'ai horreur des acteurs ou des actrices qui imitent les personnages, leurs personnages. Non, il faut... Absolument. Elle a travaillé son accent, je crois, qui n'est pas le même. Pendant un an, oui. Pendant un an, elle a travaillé. Et même les Iraniens, quand ils regardent le film, ils sont obligés de lire le sous-titre. Merci beaucoup, merci Minfo Atik. Merci. Merci. On va prendre un temps pour les personnes qui veulent faire dédicacer un livre et puis on partage un petit verre de l'amitié, comme on l'a dit. Merci.